Ok, c'est cool. Euh, Bienvenue dans ce nouveau cours Android. Bienvenue dans la suite des cours précédents où aujourd'hui on va parler de quoi aujourd'hui on va parler majoritairement en fait de deux choses. Ça c'est tous les thèmes dont je voudrais parler avec vous, mais je parlerai pas de tout aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on va surtout aborder les trois premiers. Donc l'aspect service, l'aspect capteur et l'aspect capteur spécifique de géolocalisation. Alors, ce qu'il faut savoir, hop, je vais prendre ça que je vais mettre ici. Ce qu'il faut savoir dans Android, c'est que donc le composant principal d'une application, c'est l'activity. Ça, on l'a déjà vu sur les trucs précédents. On est tous d'accord sur comment ça marche. Le truc, c'est qu'il existe un deuxième composant vraiment central, bien qu'un peu moins fréquent, on va dire, parce qu'un peu plus contextuel. Ce deuxième composant, c'est le service. Le service, c'est quoi? Concrètement, le service, en fait, c'est... Alors, hop, on va reprendre ce bout de doc là. Hop, le service, qu'il faut bien comprendre, c'est deux choses. C'est qu'en fait, d'abord... Oh. Je vais reprendre mon idée ici d'abord. C'est que c'est une classe, en fait, c'est un objet qui est chargé de réaliser une tâche. Point. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est un set de tâches ou c'est un set de fonctions qu'on peut appeler depuis une activity et qui va être capable de réaliser tout un tas de tâches ou tout un tas de calculs. Ça, c'est la base du service. Le truc, c'est qu'en fait, à partir de là, il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est que, basiquement, souvent, un abus de langage consiste à confondre la notion de service et la notion de daemon. Les daemons ou les démons, pour ceux qui connaissent bien l'environnement Unix, en gros, c'est les tâches indépendantes parallèles qui tournent en toile de fond et qui font tout un tas de traitements, quels qu'ils soient. Et souvent, on a tendance à confondre ces deux modèles-là. Un service, c'est pas forcément une tâche de fond, dans la mesure où un service, et on l'a dans la doc, c'est pas nécessairement un processus séparé. Ça peut être un processus séparé, c'est une possibilité, mais c'est pas forcément intrinsèque. Ça peut être juste simplement une entité qui est chargée de réaliser une tâche, mais dont l'exécution reste dans le fil d'exécution principal d'une activity. C'est pas forcément quelque chose de parallèle. Même si, très souvent, notamment par construction, souvent un service, on l'utilise pour qu'il puisse faire des traitements de tâches en parallèle d'une activity, un peu comme on a vu précédemment avec par exemple les requêtes HTTP, mais il faut savoir que c'est pas une obligation stricte. On peut très bien avoir un service qui s'exécute dans le thread principal. Et du coup, fatalement, un service c'est pas un thread, c'est une entité de traitement de tâches, mais l'info importante c'est que c'est pas forcément une entité indépendante de traitement de tâches. Une autre manière de le voir, c'est de voir les services comme étant des activities, mais qui n'ont pas d'interface graphique. Et souvent, c'est le meilleur moyen, en fait, de le résumer, c'est de dire, si à un moment donné, je veux voir un traitement de tâche, ou un traitement quel qu'il soit, un calcul, une simulation, une transition, tout ce que je veux, mais que j'ai pas de nécessité spécifique d'avoir d'interface graphique particulière associée, à ce moment-là, je vais pas concevoir une activity, je vais concevoir un service. Et c'est avant tout à ça que ça sert. Alors, du point de vue exemple et du point de vue contexte, c'est assez large en fait. Ça peut aller de, par exemple, si je prends mon application de lecteur de musique, le fait d'avoir un écran qui affiche les titres en train d'être lus et le fait d'avoir une lecture de musique en parallèle, ça c'est assez typique d'un service puisqu'on a bien une interface et une tâche de fond.
Le truc, c'est que par construction, un service, ça obéit à un cycle de vie, ça obéit à un cycle de vie spécifique. Hop, alors on va. Est-ce qu'on en a un ici qui va nous intéresser? Non, ça c'est pas intéressant. Ouais, lui ce sera très bien. C'est-à-dire que il y a deux formes de... En gros, il y a deux formes de services. Il y a les services bindés et les services non bindés, justement. Les services non bindés, c'est les services qui ne sont pas indépendants. C'est des services, en fait, qu'on crée depuis une activity. Et bah, à partir de là, ils ont un cycle de vie qui ressemble beaucoup au cycle de vie d'une activity. Donc on a le onCreate, on a le onStart, on a le onPause, on a le onResume, etc., etc. C'est une tâche qui a un début et une fin. Ces services-là, ils sont démarrés tout comme les intents, donc ils sont démarrés avec des... Au lieu d'être démarrés avec des start activities, ils sont démarrés avec des start services, mais ils sont démarrés de la même manière que les intents. Donc, si vous vous souvenez en termes d'exemple, le morceau de code qu'on avait, c'était celui-là, hein, pour démarrer une activity. Bah, pour démarrer les services, c'est exactement le même principe, sauf que ici, à la place d'une activity, bah, je vais avoir ma classe de service, et ici, à la place de mon start activity, je vais avoir un start service. Point barre. Donc en fait, les services non bindés, c'est vraiment les plus faciles à gérer parce que c'est des services tout simplement qui sont démarrés comme des activities, qui sont gérés comme des activities, sauf qu'en plus de ça, bah en fait, on n'a pas de layout XML qui leur est associé, puisque puisque par définition, ils n'ont pas d'interface graphique. Et du coup, la partie un peu plus compliquée, c'est la partie service bindé. Et la partie service bindé, c'est quoi? Bah justement, on va avoir un service qui est chargé d'exécuter une tâche de fond. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être par exemple donc lire un morceau de musique pendant que vous êtes en train d'afficher votre appli. Ça peut être des choses toutes simples comme mettre votre alarme en attente d'une certaine heure avant de se déclencher. On est d'accord que même si votre application d'alarme elle n'est pas au premier plan, même si l'activité principale de votre application d'alarme n'est pas au premier plan, votre alarme elle va quand même se déclencher le matin. Bah ça c'est assez typique des services, parce qu'en fait ça veut dire que ce qui se passe en réalité, c'est vous avez une tâche de fond qui est en gros sonne à une telle heure, donc qui en fait se met en attente d'un horaire. Et cette tâche de fond, elle est complètement indépendante de l'aspect graphique de l'activity. Et donc le binding, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, on va avoir un service qui tourne de manière indépendante, et régulièrement, on va avoir des activités qui vont venir se binder à ce service-là. Donc si je ressors mon super logiciel de dessin de la poutre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un service ici qui a un début et une fin établie, et que régulièrement, on va venir binder des activities, donc en fait qui vont venir se connecter au service. Elles vont venir se connecter au service pour piloter son comportement. Donc typiquement, on va avoir l'activité principale de notre lecteur de musique qui va se binder à la tâche de lecture pour changer la musique à lire, pour modifier le morceau, pour faire des pauses, pour faire ce qu'on veut. Et qui, une fois qu'elle aura fini de piloter ce service-là, donc de piloter son comportement, va se débinder, donc va se déconnecter, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le service va arrêter son exécution. C'est juste qu'il sera plus lié à une activité
spécifique. En gros, au moment où on va binder une activity à un service, on va pouvoir du coup donner des informations et échanger et piloter ce service, puis au moment où on va débinder, bah du coup le service sera de nouveau... Enfin, c'est même pas qu'il sera de nouveau indépendant, mais disons, il sera plus lié à l'aspect graphique de mon application. Par défaut, le fait de binder une activity et un service n'arrête pas l'exécution du service. C'est juste, ça déclenche une fonction de callback, et ensuite, cette fonction de callback, c'est à moi de déterminer ce que j'en fais. Et justement, cette fonction de callback, c'est la fonction onBind. C'est-à-dire que, si je regarde ce que ça donne, alors on va essayer de trouver un exemple de code un peu sympa. Blablabla. Voilà, bah, ça c'est un service typique, donc en fait, qu'on a soit en Kotlin, soit en Java. Ça c'est un service typique, c'est qu'en fait, on a une fonction onBind qui est implémentée dedans, qui est une fonction de callback, donc qui est déclenchée au moment où une activity vient se binder au service, et au moment où une activity vient se binder au service, bah on peut dire, bon bah voilà le comportement que je fais, donc ça peut être arrêter, je sais pas, arrêter l'alarme, ça peut être redonner la main à l'utilisateur sur le morceau qui est en train d'être lu, etc., etc., etc. En gros, on dit, qu'est-ce qui se passe quand une activity vient se binder sur le service. Et évidemment, de la même manière, on a la fonction onUnbind, qui nous permet de piloter ce qui se passe si une activity se détache du service. L'activity, en termes de binding, comment ça marche? Ça marche comme ça. En fait, je déclare un intent qui est lié à ma classe de service. Attends, je vais vous prendre ce bout de code là, hop, et on va l'analyser directement dans Android Studio. Tac. Donc ce bout de code, évidemment là, il compile pas parce que c'est juste copier-coller à l'arrache. Donc, mais globalement, ce bout de code là, il fait quoi? Donc this pour récupérer le contexte. Ici, c'est la classe de mon service. Donc bon, dans mon cas, ce sera soit une classe en Java, soit une classe en Kotlin. Et en gros, ce que je dis, c'est à l'intent, j'associe le binding de ce service-là. Donc le binding du service que je viens de créer, en disant, si jamais le service n'existe pas, je l'instancie. Et voilà. À partir de là, ça me crée mon instantiation de connexion avec ça me crée mon binding entre mon activity et mon service. Donc ça, c'est côté activity. Et côté service, bah, je vais avoir ma fonction onBind qui va être appelée. C'est tout. Sinon, du point de vue comportement, ça se rapproche énormément du comportement d'une activity. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'interface graphique sur un service. Donc soit on est sur un service standard, et auquel cas, bah là, hop, on l'avait... Si on reprend cet exemple-là, vous voyez, ici on va avoir cette fonction-là. Hop, je reprends l'exemple de la doc. Dans cette fonction-là, alors je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas. Je vais aussi me retrouver avec des fonctions telles que onStart et onDestroy, évidemment. Et bah, dans cette fonction-là, je vais déterminer ce qui se passe quand mon service est démarré, éventuellement quand mon service est bindé, quand mon service est débindé, et ainsi de suite. Donc c'est à moi, je vais tout simplement implémenter toutes les fonctions de callback liées à mon service, et l'avantage c'est que ça va pouvoir me permettre d'implémenter des comportements spécifiques selon si je veux un service indépendant ou pas. Voilà ce que c'est qu'un service, voilà ce que c'est. En fait, il n'y a pas forcément beaucoup plus à en savoir. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est juste ces 4 fonctions de callback là qui sont liées en fait au cycle de vie du service. Donc
on create, on start, on bind, et après, on destroy et toutes les variantes de on bind. Mais sinon, le mode de comportement et le mode de fonctionnement, c'est très similaire à une activity. C'est un mécanisme qui revient beaucoup dans Android, le fait de concevoir des services, parce que, en fait, c'est un mécanisme qui permet... Le gros intérêt de faire un service à part plutôt que de tout mettre dans l'activity, c'est que ça permet d'avoir une tâche ou un ensemble de tâches qui est partagé entre mes écrans, en fait. L'exemple typique, c'est vous prenez justement l'exemple de l'application, je vais prendre Deezer là. Je peux lancer la lecture d'une musique depuis plein d'écrans différents, sur Deezer ou sur Spotify. Ça, c'est parce que le service de lecture de musique, il est bindé depuis plusieurs activités différentes dans mon appli. Sans ce binding-là, je peux pas faire ce pilotage. Dès lors que j'ai une tâche ou une série de tâches qui est accessible depuis plein d'endroits différents, il y a de fortes chances que ce soit un service qui soit dédié à la réalisation de cette tâche et qui soit récupéré à droite à gauche. Là où l'activity, le mécanisme de base d'une activity, ça dit que si l'activity, elle n'est pas au premier plan, elle n'est pas tout en haut de la pile des activities, toutes les tâches qui lui sont liées sont complètement mises en pause. Je peux pas faire en sorte qu'une fonction tourne dans une activity si elle n'est pas affichée. C'est ça la grosse différence entre les deux. Et voilà, du coup, voilà à quoi ça me sert. Que dire de plus sur les services ? En fait, pas grand-chose. Après, on a tout un tas d'outils de pilotage, tout un tas de fonctions, disons de paramétrage. On peut évidemment stopper un service, on peut évidemment le redémarrer, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec qui va vraiment apporter de l'info en plus ? Non, globalement, c'est vraiment les éléments les plus centraux. Voilà à quoi ça me sert un service. Dernière chose, tout comme une activity, un service c'est une entité dans mon application, et donc il doit être déclaré dans mon manifeste. Alors encore une fois, quand je vais venir créer un service dans mon appli, en fait, basiquement, il va remettre à jour le manifeste tout seul, comme il le faisait pour une activity, mais il faut savoir que voilà, mon service, il est tenu d'être déclaré dans mon manifeste, tout comme une activity. C'est vraiment le même mécanisme de fonctionnement. Évidemment, le tag qu'on aura, c'est du service et non plus du activity. Et en fait, je vais avoir principalement le nom du service, puis ses options. Voilà comment fonctionnent les services. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que pour comprendre le mode de fonctionnement des capteurs sous Android, il faut comprendre comment fonctionnent les services. Il faut savoir que un des gros intérêts de ce genre d'objet, c'est justement, entre autres, le parc de capteurs qui l'accompagne. C'est-à-dire que, globalement, sur un téléphone standard, on va avoir tout un panel de capteurs. Alors, est-ce que j'ai la liste ici ? Ouais. Alors, évidemment, ça varie un peu d'un modèle à l'autre, et ça varie d'un type de téléphone à l'autre, mais entre autres capteurs vraiment fréquents, on va avoir tous ces capteurs-là sur un téléphone. À savoir donc un accéléromètre, évidemment, souvent il y en a plusieurs, un capteur de température, un capteur de gravité, qui permet entre autres de voir ce qu'on appelle, qui est lié au gyroscope en fait, et qui permet de voir comment est orienté le téléphone. Un capteur de lumière, le capteur de lumière, il est en haut du téléphone en général et il permet de détecter la proximité.
Encore un autre type de capteur d'accélération, un capteur de champ magnétique qu'on peut utiliser pour faire de la géoloc, un capteur d'orientation, un capteur de pression, un capteur d'humidité, etc., etc. Il y en a d'autres, mais disons que ça, ce sont les principaux. Là, je vous parle pour le moment des capteurs bruts, pas des informations qu'on peut déduire à partir de ces capteurs-là. C'est-à-dire que à terme, alors soit maintenant, soit sur une prochaine vidéo, donc un prochain cours, je vous montrerai spécifiquement comment marche le mécanisme de géolocalisation, qui est assez central dans une appli Android, et qui en fait est une composition des informations de capteurs. C'est-à-dire que les informations qui sont issues des capteurs de géoloc, en fait, c'est pas juste de la lecture de mesure, c'est des combinaisons de valeurs. Alors que là, on est vraiment sur la lecture des valeurs brutes de nos capteurs. Comment est-ce que je sais quel capteur est disponible sur un téléphone? Bah là, c'est pas compliqué, c'est une question de... Faut aller voir la doc technique du téléphone, tout bêtement. Maintenant, la plupart des téléphones récents, en fait, pour pouvoir tourner sous Android avec une certaine version d'API, ils sont tenus d'implémenter un certain nombre de capteurs. Donc ça veut dire que si vous allez voir dans la doc de l'API d'Android, bah vous allez avoir un listing des capteurs dispo. Par exemple, moi, mon téléphone de test, son API cible, c'est la 24, donc c'est la plus récente de mémoire. Du coup, bah, tous les capteurs considérés comme par défaut dans l'API 24, je sais qu'ils seront disponibles. Je sais qu'ils seront disponibles sur mon téléphone. Alors, est-ce qu'on a un listing propre? Voilà. Là, j'ai tous les capteurs disponibles de base sur mon téléphone qui sont liés à l'API qui m'intéresse. Évidemment, tout comme la plupart des librairies et des fonctions standards sous Android, plus je vise des versions d'API vieilles, en termes de compatibilité minimale. Vous vous souvenez, la compatibilité minimale, c'est la version minimale de mon application. C'est ce que j'ai ici, c'est-à-dire que je dis oui, oui, c'est pas 24, c'est 29, pardon, le numéro d'API. Je suis capable, je vise des téléphones qui fonctionnent en API 29, mais je suis capable de tourner jusqu'à une API 16. Bah ça, évidemment, plus on diminue cette version-là, plus on prend le risque de perdre un certain nombre de panels de capteurs dispo par défaut, et donc plus le support des capteurs moins le support des capteurs va être standard, et plus ça va complexifier la conception de l'appli. C'est pour ça aussi que faire de la rétrocompatibilité c'est difficile, c'est parce que à terme on perd beaucoup de fonctionnalités, notamment de ce point de vue-là. Donc voilà pour ça. Alors, du point de vue capteur, ce qui va m'intéresser, ça va être de venir analyser ça. Donc j'ai une activity standard dans laquelle j'ai mis un onCreate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, exception faite des capteurs de géolocalisation, de la gestion de la géolocalisation qui fonctionne pas tout à fait de la même manière. Mais sinon, tout le reste, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des capteurs, elle est gérée par une API interne, en fait, une API locale à votre téléphone, qui est le Sensor Manager. Le Sensor Manager, c'est une classe qui est présente par défaut dans le SDK d'Android, et qui, comme son nom l'indique, est chargé de jouer les intermédiaires entre les activities et le panel de capteurs de votre téléphone. Le gros avantage de cette API là, c'est que vous n'avez pas besoin de descendre au niveau firmware ou au niveau driver pour réussir à récupérer les informations d'un capteur. À la limite, vous n'avez même pas besoin de connaître comment et implémenter le capteur. Vous allez vous contenter d'interroger le Sensor Manager,
Et le Sensor Manager, lui, il va vous renvoyer un pointeur vers le capteur ou vers la valeur qui vous intéresse de manière normale. Là, donc, par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par récupérer un service particulier, qui n'est pas un service que moi j'ai démarré, mais qui est un service géré par l'OS. Et ce service-là, je vais dire, ben voilà, je veux en fait accéder au service de gestion des capteurs de mon téléphone. Et ensuite, à ce service-là, enfin, ça va me donner un pointeur vers le Sensor Manager. Et la première chose que je vais pouvoir faire, c'est récupérer la liste des capteurs disponibles. Et la liste des capteurs disponibles, de mon téléphone, ensuite, elle va me permettre de savoir, bah, tout simplement, qu'est-ce que j'ai à dispo, qu'est-ce que je peux utiliser ou pas. Donc c'est à partir de ça que je vais pouvoir savoir de quoi dispose mon téléphone et ce sur quoi je peux me baser. Mais dans tous les cas, je vais avoir besoin d'une Sensor Manager pour me connecter au capteur qui m'intéresse. Et ensuite, le reste de mon bout de code ici, c'est juste, bah en gros, j'affiche le nombre de capteurs disponibles et pour chaque capteur, j'affiche le nom. Tout bêtement. Donc ça me permet de savoir quels sont les capteurs dispo sur mon téléphone. Je peux aussi, hop là, si je récupère ce bout de code là, je peux aussi évidemment venir tester est-ce que oui ou non je dispose d'un type de capteur particulier. Là, à ce moment-là, je demande au Sensor Manager, bon bah renvoie-moi le capteur par défaut qui correspond au capteur de température ambiante, et s'il n'y en a pas, bah ça veut dire que j'ai pas de capteur de température ambiante. Alors, le truc c'est que une fois que je vais avoir ça, ça va me renvoyer un pointeur vers mon capteur courant. Alors si je regarde ici, hop, donc je vais avoir M temperature sensor. Qui va donc être un pointeur vers mon capteur de température. Et bien, une fois que je vais avoir ça, à travers ça, je vais avoir un pointeur sur le capteur de température de mon téléphone. Et c'est à partir de ça que je vais pouvoir faire toutes les mesures et tout le paramétrage que je veux. Et notamment, alors il va y avoir plusieurs informations qui vont m'être utiles. Hop. Alors, comme là j'ai pas importé tout ce dont j'ai besoin. Hop, j'importe les classes dont j'ai besoin, histoire de régulariser le... Alors. Donc une fois que j'ai ça, hop, je reprends mon exemple suivant. Hop, donc ce que je veux, c'était un bout de code qui se planquait par là. Voilà. Le truc, c'est que je vais avoir plusieurs choses. D'abord, donc, dans mon activity, je vais me connecter à un senseur particulier. Et surtout, mon activity, je vais lui faire implémenter une interface. Quelle interface Sensor Event Listener. Le principe est simple, c'est qu'en fait, les sensors, comme tout ce qui est
Comme tout ce qui est conception sous Android, la gestion des capteurs, c'est basé sur un système d'événements. Et le principe est tout bête, c'est que à chaque fois que je vais avoir mon capteur qui va changer de valeur ou qui va changer de paramétrage, eh ben, je vais pouvoir déclencher une fonction spécifique. Le truc, c'est que par défaut, si j'enlève cette partie-là qui me permet de récupérer ma liste de capteurs, si je fais ça, en fait, je suis en train d'enregistrer l'activity courante auprès de mon sensor manager. Et quand je fais ça, eh ben, ça veut dire que, de ce point de vue-là, mon activity courante, vis-à-vis de ce capteur-là, précisément, dès que je vais avoir un changement de valeur de mon capteur, ben, je vais avoir cette fonction-là qui est appelée. De la même manière, il existe un certain nombre de capteurs, notamment les capteurs de géolocalisation, mais quasiment tous en fait, qui ont différents niveaux de précision. Et ben, si à un moment donné je veux changer le niveau de précision de mon capteur, ça va me déclencher cette fonction-là. Le principe est simple sur les capteurs, c'est que plus on demande une haute précision, plus c'est précis évidemment, mais surtout plus ça consomme d'énergie. Donc après, c'est à moi de trouver un équilibre. Il y a des capteurs sur lesquels c'est pas très impactant de demander beaucoup d'énergie, mais par exemple la géolocalisation, ouais, ça peut vraiment vite siffler votre téléphone, au point que même les bons téléphones, si vous les laissez pas brancher, en un quart d'heure, 20 minutes, vous sifflez la batterie, quoi. Donc une fois que j'ai ça, hop, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe là-dedans, c'est-à-dire ce qui se passe ici. Le principe est simple, c'est que dans les fonctions de pause et de resume, je vais en fait avoir besoin, donc là, hop, je garde ma liste de sensors, je garde ma liste de sensors sous la main. Et une fois que j'ai ça, dans les fonctions onPause et onResume de mon activity, je vais simplement demander, respectivement, de décrocher l'écoute du capteur ou de raccrocher l'écoute du capteur. En fait, c'est simple, c'est je me réenregistre auprès du sensor manager ou je me désenregistre auprès du sensor manager quand mon application est mise en pause. Ça permet quoi? Ça permet entre autres de ne pas avoir de tâches de fond qui soient associées à la gestion du capteur si jamais mon application, pour une raison ou pour une autre, est arrêtée. Donc notamment pour des questions de performance, c'est particulièrement pratique. Et c'est juste, voilà, dans mon onResume et dans mon onPause, qui sont des fonctions d'événements de mon activity, je vais spécifiquement demander mon onRegisterListener de tous les capteurs liés au contexte courant, ou registerListener de tous les capteurs qui sont liés à la liste que j'ai chargée ici. Hop. De ce point de vue-là, vous remarquez aussi un truc. Au passage, le mot-clé lateInit. Le principe du Kotlin, c'est que si vous définissez un attribut de classe, voyez, si je définis un attribut de classe qui soit public ou privé, ça change rien, par défaut, il m'engueule en disant qu'il ne peut pas définir un attribut sans lui associer de valeur. Donc évidemment, je pourrais faire ça et mettre une valeur ici. Le problème, c'est qu'il y a des moments où ça va pas être initialisé tout de suite. Donc pour pouvoir définir qu'un attribut de classe sera initialisé plus tard, j'utilise le mot-clé lateInit, qui permet simplement de dire, ici je définis un attribut de classe, mais sa valeur, son initialisation, sera définie plus tard dans ma classe. En l'occurrence, ici, dans le onCreate. C'est pas spécifiquement lié au capteur ni au service, mais c'est un mot-clé à connaître. Une fois que j'ai ça, ici, dans mon onSensorChange, dans mon event, alors hop, si on reprend notre exemple, voilà.
Si on reprend notre exemple ici, donc on vérifie que l'event n'est pas nul, mais ça à la limite c'est pas tellement l'important. L'important c'est ça. En fait c'est simplement on dit bon, quel est le capteur qui a déclenché ma fonction? Est-ce que c'est l'accéléromètre? Est-ce que c'est dans notre cas dans notre cas c'est le type ambient temperature? Et à ce moment-là, dans l'objet event, j'ai un tableau qui s'appelle values et qui contient l'ensemble des valeurs relevées de mon capteur. Selon les mesures que je veux faire, les valeurs envoyées par mes capteurs seront pas tout le temps les mêmes. Sur la plupart, donc notamment le capteur de proximité, le capteur de champ magnétique, d'orientation, les gyroscopes, la gravité et l'accéléromètre, ça me renvoie 3 valeurs qui correspondent aux 3 axes de l'espace. Si c'est le capteur de lumière, il me renvoie juste une valeur en luxe, donc ce sera juste la première case de mon tableau, et ainsi de suite. Savoir ce que vous renvoie votre capteur, ça dépend tout simplement du capteur que vous interrogez. Et donc en fait, là-dedans, par exemple, dans le cas de ma température, je vais avoir un var, temp égale la valeur relevée. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir, par exemple, l'afficher dans un champ de texte. Enfin, je vais pouvoir exploiter l'information de la température qui se trouve là-dedans. Voilà comment ça marche sur sur la base. Ce qu'il faut, donc, au final, si on résume, donc, alors vous inquiétez pas sur les erreurs, c'est juste que là, j'ai créé une activity qui a pas de template, et du coup, il râle, ce qui est normal. Donc, si on résume, je m'enregistre auprès du Sensor Manager. Dans mon cas, là, j'ai récupéré la liste de capteurs dont je me sers en fait pour tout ce qui est register et unregister, sachant que là, je m'enregistre auprès de tous les capteurs d'un coup, mais je peux aussi ne pas récupérer la liste de capteurs et ne faire du register que au coup par coup, juste sur les capteurs qui m'intéressent. C'est totalement possible. C'est juste là, pour pas se casser la tête dans l'exemple, il s'enregistre auprès de tous les capteurs relevés d'un coup. Mais c'est pas forcément indispensable. Donc, je m'enregistre auprès du Sensor Manager, je récupère un pointeur vers le capteur qui m'intéresse en demandant au Sensor Manager le capteur reconnu par défaut pour tel type de paramètres. J'implémente mes 2 fonctions de callback, respectivement appelées quand il y a changement de précision et changement de valeur. Et j'implémente mes 2 autres fonctions de callback pour mon activity, cette fois-ci, quand il y a mise en pause et retour de pause. Sachant que dans ma valeur qui est ici, je peux aussi récupérer une valeur par défaut pour initialiser le comportement. Ça, c'est particulièrement utile, notamment quand on a des capteurs qui sont pas activés par défaut. Tout simplement parce que on va le voir avec les capteurs de géolocalisation notamment. Ce qui se passe, c'est que entre le moment où vous démarrez la connexion au Sensor Manager et le moment où vous récupérez l'info, donc c'est-à-dire au moment où vous appelez une première fois le onSensorChanged, il y a un gap, en fait, il y a un délai, et ce délai-là, le fait d'avoir une valeur par défaut, ça permet juste de pas avoir une donnée vide en attendant que les capteurs démarrent. Enfin, en attendant que les capteurs se connectent. Dernière chose. Qui dit, qui dit gestion de capteurs,
hop, 10 permissions associées. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a un exemple à peu près exploitable? Ça, alors dans la doc, après, vous avez tous les détails des calculs de chaque valeur, avec les composantes, les formules utilisées, etc., les conversions, les choses comme ça. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque capteur, vous allez avoir des permissions qui sont dédiées et qu'il faudra donc venir définir dans votre manifeste et rajouter dans votre manifeste. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Non, spécifiquement sur les capteurs, ça me semble déjà pas mal faire le tour, en fait. L'idée à comprendre, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je récupère mon pointeur sur mon sensor et j'implémente mes fonctions de callback. Toutes mes fonctions de callback, ensuite, tout le comportement et la gestion de mes capteurs est géré par ces fonctions de callback là, en fait. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est savoir quel capteur me renvoie l'information et quelle est la valeur renvoyée. L'avantage aussi de ça, c'est que je suis pas sur un mode de fonctionnement qui est un mode temporel. Donc je suis pas en permanence en train d'interroger les capteurs. Donc notamment pour des questions de paradigme de développement et puis de performance, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà ce que je peux donner du point de vue fonctionnement des capteurs en tant que tel. Du coup, dernière chose, dernier exemple. La localisation. La gestion de la localisation, c'est un cas particulier de capteur en fait. Donc là, moi ici j'ai un exemple. Alors ici j'ai un exemple d'application qui utilise la géoloc. Alors le truc c'est que sur simulateur, la gestion... Hop, ah oui, forcément il m'engueule parce que la classe que j'ai créée, elle n'est pas syntaxiquement valide, donc il veut pas compiler, donc je vais virer ma classe. Alors, pareil, donc ça, j'ai récupéré différents exemples. La gestion de la localisation, donc la gestion de la récupération de la latitude et la longitude, c'est basé sur un outil particulier. En fait, c'est basé sur une librairie du SDK qui est la librairie GMS Location. Donc ça veut dire que déjà, quand on veut faire de la géoloc, il faut définir notre lib GMS que j'ai mis là dans notre Gradle pour dire qu'on l'intègre à nos dépendances. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est une activity, tout ce qu'il y a de plus standard, je commence par me créer une connexion cette fois-ci non plus au Sensor Manager mais à une autre API interne qui est le Location Services. Et alors, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que la récupération des informations de géoloc, elle dépend de deux paramètres, enfin elle dépend de deux permissions qui sont accès à la localisation gros grain et fin. En fait, c'est accès à la localisation cellulaire et accès à la localisation GPS. Parce que le truc de la localisation, c'est que c'est pas juste de la lecture de capteurs. En fait, c'est le croisement entre les informations de géoloc par rapport aux antennes relais et le croisement de la géoloc par rapport à votre position satellite, enfin par rapport à votre position GPS. Donc ça veut dire que, en fait, quand vous récupérez une latitude et une longitude, c'est des compositions de valeurs. C'est pour ça qu'on n'appelle pas directement le Sensor Manager. Vous avez possibilité de récupérer, si vous récupérez le Sensor Manager, hop, qui est là, vous avez la possibilité de récupérer
en combinant le gyroscope et le champ magnétique, vous avez possibilité de récupérer votre position spécifique à un endroit de la Terre et la composer vous-même. C'est juste que du coup, c'est à vous de refaire le calcul. Là, on passe donc par une librairie à part qui nous fait notre calcul de latitude-longitude à la main. Alors, donc j'appelle cette fonction-là. Cette fonction-là, elle fait quoi? D'abord, elle appelle la fonction checkPermissions. Alors là, pour le coup, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit sur les permissions la dernière fois. Donc ça veut dire que je vais avoir une fonction qui va venir tester est-ce que oui ou non les permissions dont j'ai besoin sont accordées. Ça veut dire aussi que si elles sont pas accordées, je vais normalement être tenu de déclencher. Là, vous voyez, j'ai mon application qui me demande si je veux activer la localisation ou pas, donc je vais dire oui. Qui va me demander si... Donc je vais avoir mon application qui va checker si oui ou non les droits dont j'ai besoin sont validés. Je vais avoir toute ma gestion des callbacks de permission, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et une fois que j'ai ça... Deuxième chose, une fois que les permissions sont validées, est-ce que la localisation est activée sur mon téléphone? Oui, parce que en soi, c'est vraiment deux paramétrages différents. Donc là, je récupère le service dans le Location Manager, donc vous voyez, vraiment en termes de mécanisme, c'est très similaire au Sensor Manager. Donc je récupère le service de localisation, je regarde si oui ou non le provider de géolocalisation GPS ou le provider de géolocalisation cellulaire sont activés. Voilà. Une fois que j'ai ça, donc j'ai les permissions de valide et ma géoloc est activée. À ce moment-là, sur mon listener de géoloc, je vais ajouter un listener de valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que pour mon Sensor Manager, en fait, je vais ajuster un gestionnaire d'événements qui va faire que cette fonction-là, ce bloc de fonction-là, va être appelé à chaque fois que ma position est remise à jour. Donc, je commence par récupérer l'information de ma géoloc à partir de l'événement qui déclenche mon listener. Et dans ce cas-là, j'ai deux choix. Soit ma géoloc par défaut est vide, c'est-à-dire que j'ai pas de paramètres, j'ai pas de coordonnées par défaut. Auquel cas, je vais demander le rechargement d'une coordonnée. Soit ma géoloc n'est pas vide, autrement dit, j'ai déjà des coordonnées là-dedans, et auquel cas, je les affiche dans mon activity. Ça me donne cet affichage-là où j'ai latitude, longitude. Et enfin, dans le request no location data, qu'est-ce que j'ai mis? En fait, j'ai pas mis grand-chose. Ce que j'ai dit, c'est je crée un objet de type location request. Je lui dis que je donne la priorité au capteur qui me donne la plus haute précision. Je peux aussi donner la priorité à celui qui consomme le plus d'énergie, le moins d'énergie, le plus d'énergie, qui a une balance équilibrée, etc. Intervalle minimal d'entre deux mesures, je laisse à 0. Intervalle le plus rapide entre deux mesures, je laisse à 0. Et nombre de mises à jour, 1. Et à partir de là, ce que j'implémente ici, en fait, c'est juste une boucle qui va me permettre d'avoir mon gestionnaire d'événements et qui va donc me permettre d'avoir l'appel de mon activity à chaque fois que mes coordonnées sont mises à jour. Et de la même manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que mes coordonnées vont être mises à jour, je vais avoir un appel de cette fonction-là qui va récupérer la dernière position connue et l'afficher. Autrement dit, j'ai deux éléments. J'ai le getLastLocation qui est appelé uniquement au démarrage de mon activity et qui me permet en fait de récupérer la dernière position connue le temps que les capteurs démarrent. Et ensuite, ici, j'ai un mécanisme de listener qui me permet de faire exactement le même modèle où je dis voilà voilà mes paramètres d'écoute de mon capteur.
Voilà la fonction de callback que j'appelle à chaque fois que mon capteur est mis à jour, et voilà ce que je fais quand mon capteur me renvoie des nouvelles valeurs. Et ça me donne bien une activity. Évidemment, là, je peux pas modifier directement mes paramètres GPS, mais ça me donne une activity. Hop, alors normalement, je dois avoir possibilité de le faire ici. Hop. Set location. Je sais pas à quel point l'application réagit vite. Mais l'idée c'est ça, c'est dès que je vais avoir une mise à jour de mes coordonnées, l'appli va se réadapter. Sur téléphone, c'est beaucoup plus parlant parce qu'évidemment, dès que vous bougez un peu, vous voyez les coordonnées qui changent. Vous pouvez changer, de la même manière que pour les capteurs standards, vous pouvez changer la précision, demander à vos capteurs de géoloc pour voir où vous en êtes et pour moduler la consommation d'énergie. Et c'est tout. Donc je résume. Je me connecte à mon service de gestion de la géolocalisation. Je vérifie que les permissions sont OK et que la localisation est activée. Sur mon gestionnaire de géoloc, je mets un listener qui se déclenche uniquement au démarrage de mon activity pour avoir la dernière position connue, pour avoir un affichage par défaut. Et dans le cas où j'ai pas de dernière position connue, j'appelle la fonction request new location data qui, elle, paramètre mon écoute et dit voilà ce qui se passe à chaque fois que ma géoloc est remise à jour. Et enfin ici, ça c'est la fonction quand mes positions changent. Je dis quand ma position change, je remets à jour mon affichage. Et c'est tout. Vous voyez, après tout ce que j'ai ici c'est le on request permission, ça c'est le check permission, ça c'est le request, enfin tout ça c'est de la gestion de permission, ça c'est juste contrôler que la localisation est activée ou pas, et c'est tout. À partir de là, j'ai tout le nécessaire dont j'ai besoin pour avoir accès à mes informations de localisation. Donc, globalement, je prépare aussi, côté contexte, je prépare aussi dans mon manifeste, donc je déclare les permissions dont j'ai besoin, et dans Gradle, je déclare la librairie dont j'ai besoin. Voilà, c'est tout pour la gestion des services, des capteurs et de la géoloc. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça boucle cet avant-dernier cours, cette avant-dernière vidéo sur le sujet. Le prochain sujet qu'on abordera ensemble, c'est tout ce qui est connexion aux API et notamment connexion à l'API de Google Maps. Qui est une des API les plus utilisées. On verra un peu comment fonctionne l'utilisation, la connexion et le paramétrage des services Google. Et voilà, j'utiliserai Google Maps en exemple. Voilà, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout, et du coup on se retrouve lors du prochain cours, donc qui sera dans un peu plus d'une semaine, qui sera de mémoire, c'est moi interroger mon agenda magique. On se retrouve lors du prochain cours qui aura lieu le 25. Voilà. Merci à tous, et puis bonne journée, bonne fin de matinée, et bon courage pour la fin de semaine. Salut!